raisons pourquoi c'est interdit. Regardez juste le Rashi, le dernier Rashi sur la page. Maï Mechayev, Bokotov, Yoel Bokotov Yuda. Maï Mechayev, Shrita, Bemelechet HaMishkan, Heicha. Où est-ce qu'on retrouve l'acte de Shrita dans le contexte du Mishkan? Ou Maï Avidete, et quel est le rapport? Si tu parles les draps, il y avait des draps qui ont été étalés en tant que toit pour recouvrir le Mishkan, des draps. Oui. Alors il dit, si tu parles de ça, on parle de Eili, entre autres, Eilim Maodamim. Il n'y a pas un problème de Shrita, c'est pas parce que c'est Chanika Nami Sagi. Si tu avais fait Chanika, c'est disons étranglé. Aussi c'est kasher. Chanika, c'est étranglé. Étranglé. Chanika, l'achnok, en hébreu moderne. Alors comme ces animaux, ils ne sont pas destinés à être mangés, et simplement, alors tu n'as pas besoin de faire shita, tu pourrais tuer d'une façon différente, par exemple, Chanika étranglé ou coupé par la nuque au lieu de couper par la gorge. Mais shita, ce n'est pas un truc qui est intrinsèquement lié. On demande la question encore une fois, où, pour que ça soit considéré comme un Av Melachat, ça doit être un acte qui s'est déroulé dans le contexte du Mishkan, la préparation. Où est-ce qu'il y a eu Shrita? Alors il dit, écoute, si tu parles des animaux qu'on a tués pour prendre leur peau, pour l'utiliser en tant que drap, Shrita, ce n'est pas un truc qui est lié, parce qu'on n'a pas besoin de faire Shrita pour ces animaux, comme ils ne sont pas destinés à être mangés, on peut les tuer n'importe comment. On a dit que les Melachot, ça concernait aussi ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Donc il y a, par exemple, les korbanot, il faut leur faire une Shrita. Mais ça, c'est une activité qui est... Attends une seconde. Qui se déroule dans le c'est pas vraiment lié à la construction. Oui, on en avait parlé il y a quelques jours, que certaines des Melachot sont liées à la construction et certaines au fonctionnement du Beth Amikdash, je crois. Je ne me rappelle plus à propos de quel Melacha. Quand on avait parlé avant, par exemple, on s'est demandé pourquoi il n'y a pas... Moudre. Les fautes, c'est dans le cadre des activités fonctionnement du Beth Amikdash. Et tu as raison, parce que moudre, par exemple, on s'est demandé la question, pourquoi est-ce qu'on parle de Ophé dans la Mishnah, qui fait partie de la préparation du pain, en dépit du fait que ce n'était pas un truc, une activité qui était liée à la construction du Mishkan, faire du pain. Oui, on a besoin de pain dans le Mishkan, ou dans les 12 pains qu'on mettait sur la table. Mais la Gemara... Pas la construction. Non, mais la Gemara dit, mais c'est pas un truc qui est lié au fait. Pourquoi c'est écrit? Oui, c'est un Av Melacha, mais pourquoi on n'a pas dit Mevachel? Maintenant, Mevachel, où est-ce qu'on a retrouvé Mevachel? On a été dans le contexte de la préparation des samamanim, des incenses. La gradure Oui, le katoret. Alors ça, je me demande la question. Pourquoi ça, tu admets que c'est un acte qui est lié au Mishkan? Brûler l'encens, préparer l'encens pour broyer les choses, plutôt que préparer le moudre, préparer le pain, cuire le pain dans le four. C'est bizarre. Cherche un petit peu si tu arrives à trouver ça, je serais très, très reconnaissant. C'est une question. Quoi que ce soit, on nous dit ici, la Rashi nous apporte. Oui. Les animaux qui ne sont pas cachés, qu'on peut les tuer n'importe comment. Sans avec minimum de tsar balechaim. Parce qu'on va les faire souffrir. Je viens de dire. Non, je viens de dire. La shrita, il ne souffre pas. Oui, je sais, mais je viens de dire, il n'y a pas une obligation de faire shrita sur un animal que tu ne vas pas manger. Non, que tu ne vas pas manger. Il n'y a pas une obligation. Tu peux mettre une balle dans la tête, tu peux prendre une flèche, je ne sais pas quoi, tu peux tuer par la nuque. Tu n'as pas une obligation de choses. Maintenant, c'est vrai que normalement, on prend en compte Tsar Balechaim, mais... Le médecin de référence, c'est un point, c'est que si par exemple, on a un truc classique, un moustique qui nous pose problème, on sait que si on le frappe fort... Tu parles pendant la semaine. Pendant la semaine. Oui. Tu as le droit de tuer une moustique qui t'embête.
Ah bon? Non, alors justement, je te donne un exemple. Si il y a un truc qui t'embête, un cafard, moi j'aime pas les cafards. Alors si tu un cafard qui est dans ta chambre, lo aleinu, alors tu peux l'écraser, la tuer. Maintenant si tu l'écrases et tu vois qu'elle est toujours vivante, alors tu dois l'écraser encore une fois pour être sûr qu'elle ne va pas souffrir. Comme on dit, pour amoindrir la souffrance. Et bien sûr qu'elle va souffrir. Mais le fait qu'elle t'embête, ça prend le dessus. Ça prend le dessus, ça repousse l'idée de Tsar Balei Chaim. Tu as le droit, pour te protéger d'inconvéniences ou de souffrances, tu as le droit de tuer un animal. Ah oui, c'est lui au moins. En opposition avec Le cafard, lui, toi? qu'il n'y a rien dans ce monde qui est fait sans l'accord et la volonté d'Hachem. S'il y a un moustique, un cafard qui va nous embêter, c'est aussi pour qu'on réfléchisse sur qui fait quoi, comment. Non, il pardonne, non. Ça, c'est trop spirituel pour moi. Vous connaissez, il y a une fameuse histoire. Il y a une fameuse histoire de. Comment il s'appelle le tzaddik, Lévin, le Rav Lévin. Oui, comment il s'appelait? Lévin. Ariel Lévin, le fameux. Il y avait un grand tzaddik au temps du commencement du pays. Ariel Lévin. Et il raconte une anecdote. Il se rappelle, il marchait dans les champs la semaine avec le Rav Kook, et ils étaient comme ça en train de parler. Et il a comme ça, il y avait un morceau de gazon, quelque chose, une herbe qu'il a déraciné, chose là. Rav Kook lui a fait une réprimande. Il lui a dit que tu saches, il n'y a pas une plante sur laquelle il n'y a pas un ange. Un ange, ça veut dire une force spirituelle qui est en train de lui dire pousse. Chaque chose, chaque créature qui existe, elle est voulue par Hachem. Et donc, si tu n'as pas eu besoin, de déraciner ces plantes, tu n'aurais pas dû le faire. Ça, c'est un. Mais de ce que nous, on est en train de parler, que oui, j'ai besoin. Il y a un truc qui m'agace, il y a un truc qui me rend la vie inconfortable. Là, j'ai le droit. Alors ça repousse ce que le Rav Kook a dit, que chaque créature, elle est là, elle est voulue. Oui, ça m'embête, ça me fait peur, ça me menace, quoi que ce soit. Alors là, ça prend, comme je suis un petit peu plus important que le cafard ou le moustique, ça prend le dessus et je peux tuer, même s'il y a Tsar Balei Chaim pour l'animal en question. Mais il y a des mitzvot qui impliquent Tsar Balei Chaim. Oui. Le bouc émissaire. Pardon, l'âne. Le bouc émissaire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus le Tsar Balei Chaim que le bouc émissaire? Je ne vois pas où il y a Tsar Balei Chaim, le bouc émissaire. Où est-ce qu'il y a Tsar Balei Chaim? Il a peur, comment... Je ne parle pas de peur, tu le jettes, il se... Oui, c'est ce que... Oui. C'est Tsar Balei Chaim. Ah, tu veux dire... J'ai compris que tu voulais dire, normalement quand on dit Tsar Balei Chaim, c'est pour la prévention. Oui, mais là au contraire, là, c'est très cruel énormément. Oui. Alors, alors là c'est un exemple où la mitzvah en question, elle prend le dessus sur Tsar Balei Chaim. Ce goût qui représente, on a mis sur lui toutes les fautes d'Am Israël. On veut comprendre comment en fin de compte, quel est le résultat? En fait, c'est vrai qu'on regarde le résultat parce que qui est-ce qui avait le fil rouge? Tsar Balei Chaim, encore une fois, c'est toujours plein de mitzvot c'est toujours en contexte. Je vous dis le truc, l'exemple classique, Mokse. Mokse, c'est un interdit des Rabbanan. Mais si tu es le Shabbat quelque part dans un champ, tu as besoin, à la belle époque où les gens s'essuyaient avec des pierres, et tu as besoin de t'essuyer, et il y a une pierre. Alors ça s'appelle Kvod Adam. Kvod Abriot, exactement. Ça repousse. Mokse. Alors ça, il y a tout le temps les choses, oui, ça existe, c'est toujours dans un contexte. Il y a des fois qu'il y a un autre principe qui va prendre la relève, qui va prendre le dessus et repousser. C'est tout. Les Tsar Balei Chaim, c'est des Rabbanan ou de... Il y a une machloket, mais il y a une machloket si c'est des Rabbanan ou pas, mais normalement c'est accepté que c'est midoraita. L'exemple classique de Tsar Balei Chaim, c'est aider à décharger un âne. Ça, c'est pas simplement pour aider au propriétaire, c'est Tsar Balei Chaim. Ça vient de la Torah.
Ok, alors je reprends. Maintenant qu'elle y est arrivée, il faut devenir sérieux. Oui. Quand on envoie le bouc, Ouais. il y a en haut, on a un fil qui est rouge et on attend, si ça a été accepté et pardonné, il devient blanc. Il y a deux indices. Il y a l'indice, comme tu dis, il y a le fil qui est attaché à un rocher en haut de la falaise. C'est ça. Que c'est seulement lui qui va voir ça. Le type qui l'a jeté, c'est seulement lui qui va s'apercevoir qu'est-ce qui se passait avec le fil. Mais surtout, il y a un signe dans le temple, avec aussi un fil ou quelque chose qui devenait blanc ou rouge. Entre parenthèses, les chrétiens, les catholiques, avec tout ce truc, quand ils choisissent un pape, oui. Alors, il y a un signe quand ils sont là-bas en train de délibérer, la fumée qui est blanche ou rouge, je ne sais pas si c'est rouge, c'est un signe, comme rouge et blanc c'est la même chose que le havdil. C'est noir, c'est noir. C'est Non, quand elle est blanche, je crois. Non, dans la Torah c'est rouge et blanc. oui, mais C'est noir et blanc, c'est pas rouge. Mais quoi que ce soit, cette histoire de regarder la couleur, c'est un indice, ils ont pris ça. C'est des cannibales, oui, c'est tout ce qu'ils ont pris, ils ont pris ça de nous. Ok, on continue. On est à la page Ain Hei Amud Aleph. On n'a pas beaucoup fait, t'as rien manqué. Ain Hei Amud Aleph, la dernière ligne. Dernière deux lignes. Ok, encore une fois. Shochato, on parle de Shrita. Shochet Meshum Maik. Pourquoi? Quelle est la base de l'interdiction de Shrita? Rav Amar Meshum Sover. Rav dit parce que tu es en train de colorer avec le sang. Shmuel Amar Meshum Netilat Neshama. On tourne la page. Meshum Tsovea in Meshum Netilat Neshama Lo. La Gemara s'étonne, c'est quoi? Tu me dis que l'interdiction de Shrita, c'est à cause de colorer et pas à cause de prendre une Neshama. Apparemment, c'est évident, c'est plus important Netilat Neshama que colorer. C'est encore une fois, tu dois colorer quand tu fais Shrita, que le sang, quand il jaillit, il sort, il va colorer un petit peu la chair, disons le cou, l'endroit où la Shrita a eu lieu. La chair, elle est teintée, elle est colorée rouge à cause du sang. Alors la Gemara dit, ok, je veux bien qu'il y ait un aspect de coloré, mais c'est sûr que le Netilat Neshama c'est plus important. Eima, la Gemara dit, Eima af meshum tsover. Disons que non, quand il dit tsover, c'est pas au lieu de Netilat Neshama, c'est en plus. Alors pour lui, si quelqu'un fait Shrita le Shabbat, en fin de compte, il a fait deux choses. Il a fait Netilat Neshama et en plus, il a fait tsover. Maintenant, celui qui a dit Tsover, c'est Rav. Maintenant, Rav veut s'expliquer, parce qu'il a entendu que les élèves à Emouna ne sont pas très contents avec cette explication. Amar Rav, Milte de Amre, la chose que je viens de dire, Eima ba Milte, j'aimerais faire une précision. De lo leitu dare batrai velichachu alai, pour que les générations futures ne vont pas se moquer de moi. Tsover b'mai nichele. De quel point de vue est-ce que Tsover, il en a besoin? Parce que, encore une fois, on avait dit qu'un des principes de Av Melacha, ça doit être un acte voulu. Si c'est voulu, ça laisse entendre qu'il veut qu'il va y avoir une coloration. Pourquoi? Pour lui, si la chair de la viande, le prix du cou, c'est devient rouge ou pas, qu'est-ce qu'il s'en fout? Et la réponse est Nich de litvus be hashrita. Il a envie il a envie justement que l'endroit du cou où la shrita a eu lieu va être coloré avec du sang. Pourquoi? Pour que les gens vont s'apercevoir de la couleur du sang sur le cou et vont comprendre que cet animal a subi shrita. C'est-à-dire que deux choses. Première chose, qu'il y a peut-être des gens qui ils savent pas si le type il est louche, si vraiment il a fait shrita ou s'il a tué l'animal d'une autre façon. Quand ils voient que près du cou, c'est rouge, donc ça c'est un indice clair que cet animal a subi shrita. Donc ça va encourager les gens d'acheter chez lui. En plus c'est un signe de tari, que c'est, comment on dit tari? Frais. Que c'est frais, on voit que les gens ils voient que récemment la shrita a eu lieu récemment à cause du sang qui s'est coagulé autour du cou et ça les encourage à acheter. Donc c'est voulu, c'est important pour lui de sauver. Pourquoi? Dans un contexte commercial. On parle de Shabbat tout le temps, là, bien sûr. On parle de Shabbat. C'est bien. Mais il fait ça le Shabbat
Et quel est l'intérêt de dans faire... la semaine. Pardon? Pour vendre après la viande dans la semaine. Bon, c'est peut-être qu'il va même vendre ça à... Encore une fois, quelqu'un qui fait un interdit le Shabbat, peut-être il n'est pas chômé à Shabbat, le type. Peut-être qu'il n'est pas chômé à Shabbat, peut-être il va faire des ventes le Shabbat. Si le shochet, il n'est pas chômé à Shabbat, la viande, la shrita, elle n'est pas cachère. Qui a dit? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui part... Tant que la shrita, on sait que la shrita était cachère, au moment il ne doit pas y avoir de problème. Il ne doit pas être pour que la shrita soit cachère, il faut que le shochet... Non, je dis que si un animal qui a... Non, si l'animal a été tué le Shabbat, c'est autre chose. Mais je pensais qu'il disait si celui qui a fait la shrita pendant la semaine, il n'est pas chômé à Shabbat. C'est pas possible. Quoi? Pourquoi c'est pas De possible? manger de quelqu'un qui n'est pas chômé à Shabbat. Ah ouais. Non, c'est possible. Mais attends. On n'a pas le droit, quand il y a une distinction, on n'a pas le droit de profiter d'une nourriture qui a été préparée le Shabbat. Ok, pendant le Shabbat, d'accord. Non, c'est pas important le Shabbat ou pendant la semaine ou après. On ne peut pas profiter de la nourriture qui a été préparée pendant le Shabbat. Ok. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chômé à Shabbat, qui fait shrita, est-ce qu'on peut manger, il fait shrita comme il faut, selon la halakha, est-ce qu'on peut manger la viande qu'il a fait shrita? Lui, il est mechel al Shabbat, il a fait shrita comme il faut. Et la réponse, c'est oui. Le type, il doit pas... Tant qu'on sait que la shrita, il faut s'assurer que la shrita a été faite comme il faut. Si on ne sait pas, c'est louche, on n'achète pas. Mais si on sait qu'il y a, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient et qui inspecte, on sait que la shrita, elle est bonne, on peut... En dépit du fait que lui-même, vis-à-vis du Shabbat, il n'est pas chômage. Et même un goy? C'est le même cas que Oui, même un goy, apparemment. Mais là, je ne veux pas prendre des risques, et c'est peut-être une question à s'adresser au rabbin orthodoxe du quartier. Moi, j'ai l'impression que c'est pas comme ça. Ok, vas-y. C'est le même principe que le Hamaretz. De la même manière que le Hamaretz, on fait la spot, il aurait fait, mais il l'a fait. De la même manière que... Mais quand est-ce qu'on fait de maille avec un Hamaretz? C'est seulement dans les cas où on ne sait pas. J'ai bien précisé, on ne sait pas si la Hamaretz, en fin de compte, a prélevé les trous de ma sorte. Donc on est il y a la majorité qui sont louches, ou une minorité substantielle. On ne sait pas. Mais nous, on parle d'un cas de figure, je t'ai dit que le type, on sait que la shrita était cachère. Il y a eu un témoignage, il y a eu une supervision, une ashkacha, on sait. Ok, on continue. On dit vers Molcho, vers Meabdo. D'autres melachot, on avait dit de saler, mettre du sel sur la peau d'un animal. Mais Abdo, c'est la préparation de la peau. Alors, la Gemara demande Haïnu Moler, Vaïnu Mabed. En fin de compte, c'est la même chose. Pourquoi on met du sel normalement? Mettre du sel sur la peau d'un animal, ça fait partie de la préparation de la peau. Alors, ça veut dire quoi? Molcho vers Meabdo. Mais apparemment, c'est la même chose. Rabbi Yochanan Reish Lakish de Amrei Tarvayu, Apik Chat Minayu, Va'ayel Sirtut. Tous les deux, Rabbi Yochanan Reish Lakish dit, tu sais quoi, c'est vrai, enlève un de ces deux et substitue avec le mot Sirtut. Sirtut, c'est quoi? C'est quand les gens ils découpaient les peaux des animaux. Avant de découper, ils traçaient une ligne avec un couteau, ils traçaient une ligne et ils coupaient sur la ligne. L'acte de tracer avec le couteau, ça c'est un interdit, ça s'appelle sirtut. Regardez juste le Rashi qui dit Ve'ayel sirtut. Rashi le fiche derech haratsanin, c'est la façon des gens qui travaillent la peau des animaux. Shehu ba lechatro. Quand il veut couper un morceau de peau, mesartato techila. D'abord, il trace une ligne que fima shehu rotse le harich le achiv ou le katser achitour selon ses besoins, si c'est grand ou petit. V'achar kach ma'avir hasakin derech hasirtut v'chen beorot hamishkan kshechatchum. Donc il dit la même chose dans le Mishkan quand il coupait les peaux, c'était fait à mesure. Donc, pour savoir la mesure, il fallait d'abord tracer avec un couteau, et ça s'appelle sirtut. Donc, Reish Lakish et Rabbi Yochanan disent, tous les deux, que c'est vrai.
apparemment que Molcho ve Meado c'est la même chose, on enlève un de ces deux et substitue avec Sirtout. Je ne suis pas d'accord. Vas-y. Couper de la peau et la travailler avec du sel ou avec d'autres ingrédients, c'est deux actions complètement différentes. Ah, tu demandes. Oui, mais ils sont tous les deux liés. C'est deux actions différentes, mais qui sont liées à la préparation de la peau. Ok, alors on peut dire la même chose pour toutes les actions pour préparer le pain. Oui. Il y en a une dizaine, combien, 11? Oui. Alors on dit tout ça c'est... Toutes les préparations, ça dépend. Mais si c'est une Av Melacha, même s'ils sont pareils, alors ils vont rentrer dans la catégorie où ça va être Av Melacha, ça va être Tolada. Mais je comprends pas le problème. Je suis d'accord avec toi, Yehuda, que c'est deux actes différents, tout à fait différents. Un, c'est la préparation mamache de la peau, rendre la peau tendre et utilisable. L'autre, c'est permettre de couper comme il faut. Bon, c'est deux actes différents. Mais comme tous les deux, ils sont impliqués ici, ils sont inclus dans la préparation, le processus de la préparation de la peau. Alors, c'est pour ça qu'ils se permettent de dire, tu sais quoi, substitue avec Sirtout, enlève un des deux. Alors on dit au lieu de au fait, on dit dash, ça suffit. Non. Tu fais dash. Au fait et dash, c'est rien à voir. Mais si, c'est la préparation du pain. Non. Attends, dash, c'est la préparation des grains. Ouais. Au fait, c'est la préparation du pain, directement. L'autre, c'est la préparation des grains, il y en avait... La préparation des grains, il y avait plusieurs étapes. Ok, alors chacune des étapes a été mentionnée, parce qu'ils sont... Ok, mais elles sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que le fait de couper la peau et de la travailler. Ok. La Gemara, on continue. Amar Rab Rab Huna, Hayman de Malach Bisra Chayav Mishum Ma'abed. Quelqu'un qui va saler de la viande, et en fin de compte, saler de la viande le Shabbat, il a transgressé Ma'abed. Rav Ama Eini Bud Bochlen. Et Rav n'est pas d'accord. Il dit non. Tu mets beaucoup de sel, tu mets du sel sur la viande. C'est pas Me'abed, parce que le concept de Me'abed ne s'applique pas à la nourriture. Quand on mange la nourriture, on prépare la nourriture, le concept de Me'abed ne s'applique pas. Me'abed, c'est la préparation spécifiquement des pots. Et il y a une différence aussi au niveau pratique, on va en parler. Amar Rab Ashi, va filu Rab Bar Rab Huna. Même lui qui dit qu'il y a un problème de mettre du sel sur de la viande, il y a un problème de Me'abed. La viande crue. Oui, de la viande crue. Même lui, Lo Amar El Dekabailei Le Ocha. C'est seulement s'il veut conserver, préserver cette viande pour longtemps. Il s'engage, il va prendre un chemin, il va prendre un voyage qui va durer longtemps, donc il veut de la viande. Alors là, justement, quand on veut préserver de la viande à long terme, on met beaucoup de sel. Alors là, il dit, quand tu mets beaucoup de sel, alors tu rentres dans un problème de Me'abed, quand on parle de la nourriture. Aval, le beta, mais s'il veut simplement mettre du sel sur la viande pour manger chez lui à la maison dans le futur immédiat, personne ne veut transformer sa nourriture en bois. Ça veut dire que si tu mets beaucoup de sel sur la viande crue, en fin de compte, ça va l'endurcir. Et quand tu vas manger à la maison, personne ne veut manger du bois. Alors il dit, en fin de compte, même celui qui dit et qui applique le concept de Me'abed à la nourriture, c'est seulement quand on parle d'une nourriture que quelqu'un veut préserver à long terme. Alors là, il met beaucoup de sel. Alors là, quand tu mets une grande quantité de sel, ça pourrait être considéré comme Me'abed. Mais si tu mets du sel sur la viande crue pour la manger bientôt, tu ne vas pas mettre beaucoup de sel parce que si tu mets beaucoup de sel, tu vas la transformer en morceau de bois. Ok. Va memachako, va mechatro. La Gemara dit Amar Rabbi Acha Bar Chanina. Hachaf mechatro, c'est ce que ça veut dire, couper des choses à mesure. Memachako, par exemple, aussi, ça peut être lié à la peau d'un animal, la préparation. Quand on lisse la peau, on enlève les poils. On lisse. Hein? Lisser la... Memachako. Azamar Rabbi Acha Bar Chanina. Hachaf ben ha'amudim b'Shabbat chayav mishum memachek. Ok, ça veut dire que c'est quoi ben ha'amudim? S'il y a deux comment on dit, amoud? Colonne. Deux colonnes, deux poteaux aux colonnes. Entre les colonnes,
Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de va-et-vient, il le fait exprès, il piétine la terre pour la rendre lisse. Ça, c'est l'explication de Rashi. Rashi dit, c'est ça dont on parle, Ashaf ben Hamoudim. Mais il y a des gens qui s'objectent. Regardez juste le Rashi, Ashaf ben Hamoudim. Rashi, Kegon Hamoudei Aksadraot, Shasuyim Chalonot Chalonot. Il y a des espèces de colonnes qu'on trouve dans des grandes chambres, des grandes pièces, et aussi qui consistent d'ouverture. Venismachin bechalonot ben amoud le amoud. Ve'ashaf sham bekarka'it abinyan shenishanin alav kedei shi'ir chalak chayav meshum memachek. Bref, Rashi dit que l'acte de rendre lisse le sol, c'est compris dans l'interdit de memachek. Mais la plupart des commentaires sont contre. Ils disent que si tu fais ça, on a vu avant, c'est bonnet. On avait dit que si tu veux le rendre lisse, le sol, c'est considéré comme bonnet si ça se déroule dans une maison. Et si tu le fais dans un champ, ça c'est considéré comme choresh, ou comme quelque chose. Mais ce n'est pas memachek qui sont contre. Alors pour les autres commentaires, c'est quoi memachek dont on parle ici entre les colonnes? C'est quelqu'un qui se gratte contre une colonne parce qu'il a il a une peau des choses qui sont attachées à la peau, il se gratte. On parle de ça. Ça serait considéré comme memachek. Donc, Amar Rabbi Chia bar Abba, Shlosha dvarim sachli Rab Ashi. De Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a trois choses que Rab Ashi m'a enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. 1. Amegarer raché klun saot beshabbat, chayav meshum mechater. Quelqu'un qui coupe le haut, le klun saot, c'est aussi des espèces, disons, de colonnes. Ça peut être une lance aussi, mais disons, il le coupe en haut pour que ça soit pointu. Cet acte de couper rend pointu, c'est mechater. Interdit à cause de mechater. 2. Amemarer retia beshabbat. Chayav meshum memachek. Quelqu'un qui prend un pansement avec, il y a une espèce de mishra, une pommade. Alors quand il fait ça avec le pansement, il aplatit sur le chose, ça aussi c'est considéré comme memachek. Quand il l'aplatit sur la blessure. C'est aussi considéré comme memachek et c'est interdit. Vehamesatet et ha'evan beshabbat chayav meshum make bepatish. Et quelqu'un qui va, après qu'il a coupé une pierre pour l'utiliser, il a enlevé une pierre pour l'utiliser, je ne sais pas, dans la construction, maintenant il va le lisser. Alors ça c'est, pourquoi? Ça c'est make bepatish. C'est quoi maquet patish? On avait dit c'est le dernier acte nécessaire dans la complétion d'un cli. Apparemment, rendre lisse ce rocher, c'est le dernier truc qu'on va faire avant de l'utiliser. Maquet patish. Amar Rabbi Shimon ben Kisma, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Hatzar Tsura Bekli, quelqu'un qui a un cli, et sur le cli il dessine un dessin. Ve'amenaper Bekli Sruchit, et quelqu'un qui souffle dans un verre pour le compléter, qui est en train de souffler dans un verre pour faire un verre. Alors dans ces deux cas, Chayav Meshum Makeh Bepatish. Parce qu'apparemment, encore une fois, l'acte de souffler pour créer du verre, en lui-même, ce n'est pas une melacha. Mais c'est oui interdit à cause de Makeh Bepatish. Comme c'est le dernier acte dans la préparation de ce truc, alors ça devient un Av Melacha de Makeh Bepatish. Ok? Amar Rabbi Yehuda, Hayman de Shakil Akoufe, Meglime, c'est quoi quelqu'un qui enlève des Akoufe de son habit? Regardez juste le Rashi qui dit Shakil Akoufe. Vous voyez le titre du Rashi qui dit Shakil Akoufe, Rashei Chutin, Hatluin Beyiria, Bemakom Kishurin, Shenitak Ba Chut Vekashruhu. Par exemple, un fil qui dépasse et qui a été, ou c'est un nœud qui a été attaché sur un habit,
ou sur un rideau, une drape. Et en le faisant, il y avait quelquefois l'extrémité d'un fil qui a dépassé, on a fait un nœud. Quelqu'un qui enlève ce morceau de fil, vechen kashin veksamim, aussi des brindilles qui se sont rattachés à ce pad, ce drap, ou cette couverture. vechen kashin veksamim dakin shene'ergu ba belo mitkaven ונוטלין אותם ממנה לאחר הריגה, גמר מלאכה הוא, וחייב משום מכה בפטיש. Ça s'appelle גמר מלאכה, parce qu'on a encore une fois un tissu sur lequel il y a des petites saletés. Quand tu enlèves les petites saletés du tissu, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, mais c'est maqué בפטיש. En faisant ça, tu complètes le tissu. Maintenant, le tissu il est présentable, il est utilisable. On finit le travail. Oui, on finit le travail. Ok, on continue. Mais tout de même, il y a une condition, je répète. Haïman de Shakil Akoufei Meglime, Chayav Mishum Makebe Patish, Vahanimile de Kapid Alayu, à condition que ça l'embête, que les petits brindilles ou les petites saletés qui sont attachées, ça l'embête. Alors si ça l'embête, il les enlève, c'est Makebe Patish. Mais s'ils s'en foutent, s'ils sont là ou pas, c'est pas marqué le patish, c'est pas conseillé comme marqué le patish. On avait dit qu'un autre av melacha, c'est l'acte d'écrire 2 lettres. Alors pourquoi 2 lettres? Pourquoi pour transgresser la av melacha d'écriture, on a besoin d'écrire 2 lettres? Pourquoi une lettre, c'est pas suffisant? Parce que dans le Mishkan, quand on construisait, il y avait des planches, et sur chaque planche, on mettait une lettre pour savoir. Il a fait. Exactement, exactement. Parce que comme Yehuda vient d'expliquer, les planches, on mettait une lettre sur chaque planche, la même lettre, pour reconnaître les planches et savoir quelle planche mettre à côté de l'autre. Moi, je me suis demandé la question. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de savoir quelle planche était près de l'autre? Si tu me dis que toutes les planches étaient pareilles. Les soukos en bois. Non, mais non, encore une fois, disons, les parois du Mishkan consistaient de beaucoup de planches qui étaient dressées une à côté de l'autre, qui étaient reliées. Mais ils avaient tous la même taille. Pourquoi c'est important de savoir quelle planche était à côté de l'autre? Non, parce qu'au bout d'un moment, quand on rassemble les planches ensemble, s'il y a une déformation, elles vont se déformer. Le bois il pousse, continue à pousser un petit peu. Et donc après, si tu veux que ça soit bien ajusté, il faut retrouver exactement les mêmes. Ok, il a fait. Mais j'ai une autre interprétation pourquoi il faut 2 lettres. Ouais. 2 lettres, ça fait des mots. Voilà. Il n'y a aucun mot de une lettre en hébreu. En hébreu, il n'y a aucun mot de une lettre. Alors, l'interdit, encore une fois, de décrire, c'est seulement 2 lettres. Katav, encore une fois, Tanu Rabbanan. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où Katav ot achat gdola, veyesh bimkoma lichtov shtaim, patour. Si quelqu'un le Shabbat, il écrit une grande lettre, et dans l'espace de cette grande lettre, il y a suffisamment d'espace pour écrire 2 lettres, est-ce que ça s'appelle, est-ce qu'il est transgressé ou pas? Parce qu'il y a tout de même, il a écrit sur une surface dans laquelle il y a un potentiel d'écrire 2 lettres, en dépit du fait qu'il a seulement écrit une lettre. La réponse est pas tout. Non, il est exempt. Non. Vous avez posé la question, est-ce qu'il a transgressé ou pas? Non. Arrête, Yehuda. Non, mais c'est important. Il a transgressé. Non, il n'a pas transgressé la Torah. Je parle de la Torah. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Et c'est Assour avec pas de Oui, mais quand j'ai dit qu'il n'a pas transgressé, c'est sous-entendu pour tous les étudiants des Mounapa et Yehuda que quand il a transgressé, on parle de Midoraita. Mais c'est vrai qu'il est tout de même interdit de le faire, mais de Rabbanan. Maintenant, dans le cas inverse, c'est quoi le cas inverse? Machak ot gdola, veyesh bimkoma lichtov shtaim. S'il y avait une grande lettre, il efface la lettre et il permet maintenant, dans cet espace, il y a un potentiel d'écrire 2 lettres. On fait une trika. Alors là, il est chayav. Là, il est chayav parce que l'acte de mochek, c'est un truc destructif. Vous êtes d'accord? C'est un acte destructif. Et les actes destructifs
normalement, ils ne sont pas inclus dans le Av Melacha. C'est seulement si c'est destructif, c'est en fin de compte, ça doit être constructif. Alors, par exemple, on a l'acte de bonnet et de sauter. Sauter, c'est un acte destructif. Tu démontes. Normalement, démonter. Alors, comme c'est pas constructif, c'est pas melechet machashevet. Alors, mais si tu démontes pour remonter, alors là, l'acte, c'est pas un acte simplement destructif. Ça devient en fin de compte constructif. Alors, démonter pour monter. Alors, la même chose ici. Effacer pour écrire. Alors, ça, c'est interdit. Si c'était simplement effacé, non. Midoraita, bien sûr, les rabbinans, c'est interdit. Midoraita, t'as pas tout. Alors, ici, justement, si tu as une grande lettre, et tu effaces cette lettre, et maintenant que tu as effacé, tu as libéré, avec l'intention d'écrire 2 lettres sur cet espace, tu chayav sur Mochek. Mais là, ils ne disent pas que tu as l'intention d'écrire après. Ils disent, tu effaces une grande lettre, et il y a la place pour 2 lettres. Alors, je me suis permis de regarder le Rashi, de dire, avant que j'ai dit ce que j'ai dit. Regardez le Rashi qui dit, Katab otachat gdola, vechule patur. Rashi dit, d'abord il dit, שבקרשי המשכן 2 היו כותבים, אחת בזו ואחת בזו, כדי לזווגן כשסותרים אותם. C'est intéressant ce que Rashi dit. Rashi dit, je sais pas, il ne faut pas prêter attention, mais il dit qu'il y a une lettre qui était écrite sur chaque planche pour savoir comment les mettre ensemble. Mais Rashi dit pour les mettre ensemble quand on les enlève. Moi je dis pour les mettre ensemble quand on les construit. Ok, prochain Rashi. Machak ot achat chayav, she'il melechet mechika chashuva, el al menat lichtov, vari yesh makom leshte otiyot. Rashi, t'as compris? T'as vu le Rashi ou pas? Pourquoi pas? Parce que tu es en train de rêver, mon cher. Regarde le Rashi qui dit Katav ot achat gdola vechule patur. Tu vois? Pardon, Machak ot achat vechule chayav. She'ein melechet mechika chashuva. L'acte d'effacer les sommes considérées comme importantes, si elle a almenat lichtov, si c'est dans le but d'écrire. V'harei yesh makom leshte otiyot. Rashi dit c'est pas que en potentiel il y a une possibilité. Il almenat, tu effaces dans le but de. C'est comme quand tu démontes dans le but de. C'est pas parce que simplement tu démontes et il y a un potentiel de reconstruire, c'est pas suffisant. Toi-même, là, tu démontes pour le reconstruire. Tu effaces pour écrire de. Alors là, on voit que Mechika, en quelque sorte, c'est plus costaud que Ktiva. Rashi. Pardon, l'Agmara, j'entends l'Agmara, très vite. Je répète, בכותב 2 אותיות, תנו רבנן, כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה לכתוב 2 פטור, מחק אות גדולה, ויש במקומה לכתוב 2 חייב, אמר רבי מנחם ברבי יוסי, וזה חומר, במוחק מבכותב. Alors là, on voit une khumra, une sévérité, avec Mechika ככותב, encore un petit peu, הבונה והסותר והמכבה והמעביר והמכה בפטיש. Ok, c'est une liste de Av Melacha. Rabbi Rabbi Zera de Amri Tarvayu. Kol midi de it be Gmar Melacha, Chayam Mishum Makeh Bepatish. Alors, il nous donne le principe de Makeh Bepatish. Kol midi, n'importe quel acte qui consiste la complétion, avec cet acte, on finit le travail de la préparation d'un ustensile. Alors là, cet acte, c'est un Makeh Bepatish. Ils amènent 5 à Avot Melacha. Oui, ils ne sont pas tous Makeh. Et puis, Bekitou, il parle juste de Makeh Bepatish, il explique. Non, parce que c'est le dernier. D'accord, mais c'est bien que c'est le dernier. Oui. Alors, pourquoi parler de bonnet, sauter, bonne question. marvir? Bonne question, je ne sais pas. Encore 3 lignes, on arrive à la Mishnah, on finit. Eilu Avot Melachot, c'est écrit, ça c'est la Avot Melachot. Dans la Mishnah, notre Mishnah qui a listé les 39 Melachot, c'est écrit Eilu. Eilu, c'est une précision. Chaque fois qu'on a une précision, ça vient exclure. Alors, qu'est-ce que ça vient exclure? Eilu la'atuke, ça vient exclure. Mais de Rabbi Eliezer, de Mechayev al Tolada bimkom Av. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit
que si tu fais une Av Melacha et tu fais un acte semblable, qui est différent, mais qui est même le même acte, que le Av Melacha, ça s'appelle Tolada, alors tu as transgressé 2 transgressions à part. Alors, selon Rabbi Eliezer, si tu transgresses un Av Melacha et tu fais une Tolada, tu dois apporter 2 offrandes, si tu l'as fait ça par erreur. Ce n'est pas la lacha. C'est pour ça que la Mishnah dit non. Seulement ces actes qui sont listés dans la Mishnah, c'est Av Melacha, sur lesquels tu dois apporter un korban, mais pas les Toladot contre Rabbi Eliezer. On dit à la fin, Chaser Achat, moins 1. La Toukem de Rabbi Yehuda, de Tanya Rabbi Yehuda, Mosif, et ceci, ça vient exclure l'opinion Rabbi Yehuda, Mosif et Tashovet, va Medagdek. Amoulo Shovet Arehu Bichlal Meisech, Medagdek Arehu Bichlal Oreg. Je ne sais pas, il y a une opinion de Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a 2 actes qui sont impliqués dans la préparation de quand on tisse un habit, qui devraient être inclus dans la liste d'Avot Melachot, et la Mishnah lui dit non, ils sont inclus dans d'autres choses, on n'a pas besoin, ce n'est pas des Av Melacha à part. On est arrivé jusqu'à la Mishnah. Mais ça ne nous explique pas pourquoi on dit 40 moins 1. Oui, ça, tu as raison. On n'a pas encore répondu. Pourquoi pas dire 39 ? Pourquoi on ne dit pas 39 ? Pourtant, le Dibour Amatri, c'est Chassar Echad. On n'a pas. C'est une question qu'on doit répondre à cette question. Et dans la Mishnah, ça apparaît 2 fois, au début et à la fin. Donc c'est important. Déjà, il y a une question pourquoi ça apparaît 2 fois. Pourquoi on a répété ce 2 fois ? 2 fois, oui. Parce que normalement, quand on répète 2 fois, c'est une expression d'importance. Pour dire à quel point c'est important. Mais, Bineda, on va essayer de répondre à cette question. C'est important, c'est que ça apporte quelque chose qu'il n'y avait pas dans la première fois. Ou ça peut être simplement la guiche que j'ai rachou. Messieurs, bonne journée, Bessorot Tovot.